Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 119 du Temps d'arrêt. Très excité, très heureux de vous présenter un gros épisode sur les éliminatoires 2026 de la NFL. Mais avant toute chose, j'aimerais souhaiter une excellente nouvelle année à tous nos auditeurs, à tous nos collaborateurs et surtout à mes deux invités collaborateurs NFL ici présents, Thierry Murray, Michael et Montchalant. Les gars, ça va bien? Ça va très bien, vous autres, les boys. Ça va très bien, merci Étienne. Ça va bien. Écoute, comment ça peut ne pas aller quand on va parler de football et quand nos équipes favorites respectives se trouvent en éliminatoire cette année. Donc, on blaguait justement avant d'entrer en onde que ça serait spécial une finale Patriot-Eagles encore une fois. Ça serait déchirant pour nos analystes ici présents, mais ça serait définitivement très, très divertissant. Donc, dans cet épisode très spécial, on va revenir sur certains faits marquants de la saison 2025. On va se pencher aussi sur les 6 gros affrontements de la première semaine d'activité de séries éliminatoires de la NFL. On voit justement ici à l'écran, là, pour ceux qui ont le visuel, les affrontements de premier tour. Donc, ça promet. C'est un beau tableau. Il y a des nouvelles équipes. C'est rafraîchissant de voir autant de nouveautés. Ça va vraiment être excitant. Puis, c'est surtout, on se dirige vers le Super Bowl. On est en route vers le Super Bowl. Ça va être aussi, bien sûr, nos dernières analyses football. Je vais rappeler aux auditeurs que l'épisode sur le Super Bowl sera le dernier de l'histoire du temps d'arrêt. Donc, ça va être très spécial de vivre ces prochaines semaines avec vous. Avec Thierry, on fera des épisodes hebdomadaires après chaque ronde, puis pour analyser les matchs du week-end passé et les matchs qui s'en viennent. Et on retrouvera Michael pour la finale du Super Bowl. Michael qui a des obligations davantage de papa et c'est bien sûr très comprenable. Alors, ça dort pas beaucoup. Ouais, ça dort pas beaucoup, hein? Non. Alors, les gars, on va revenir un petit peu sur cette saison. Certains points marquants quand même. On peut penser, exemple à la déconfiture de certaines équipes. Rapidement, je vous nomme les Colts d'Indianapolis qui ont parti la saison à 8-2 puis qui ont manqué les éliminatoires après avoir perdu leurs 7 derniers matchs. Ensuite, les Buccaneers qui ont eu une fiche de 2-7 à leurs 9 derniers matchs aussi. Les Lions qui ont été incapables d'enchaîner des victoires cette année. On a fini à 9-8. On a fini dernier de notre section. Là. Même les pauvres Vikings qui ont été médiocres au poste de corps toute l'année ont fini à égalité, mais les ont devancés. Ça a été quand même plusieurs équipes qui se sont écrasées et aussi l'absence de certaines équipes fortes en éliminatoire là, des dernières années qu'on voyait très souvent. Les Chiefs qui n'avaient pas manqué les séries depuis 2014 qui ont terminé à 6-11. Les Ravens, 5 fois en série dans les 6 dernières années, ont fini 8-9. On a parlé des Lions qui eux aussi manquent des séries. Beaucoup de changements, beaucoup d'équipes qui se sont écrasées. Ça a été quand même beaucoup de surprises. On commence avec toi, Thierry. Ben, c'est là qu'on voit qu'il y a une très belle parité, puis grâce aux plafonds salariaux de la NFL. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est pas toujours les mêmes équipes, comme dans d'autres ligues, par exemple au soccer en Europe, que c'est toujours les mêmes équipes qui sont fortes, puis les mêmes équipes qui sont dans le fond du classement. Donc, même les équipes, je veux dire, de bas classement sont capables à un moment donné de remonter. Puis là, c'est ça qu'on voit un peu. Là, on a des équipes
qu'on est habitué de voir depuis des années, puis là, c'est un changement de régime. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça va être la même chose, Non, mais c'est vraiment, c'est ça qui est intriguant. Si c'était toujours la même chose, à un moment donné, ça deviendrait trop facile à prédire. Puis là, c'est ce qui fait en sorte que là, on fait des prédictions, puis on s'est planté. Il y a des équipes qu'on s'est complètement planté, il y en a d'autres qui ont eu raison. C'est pour ça qu'on fait un podcast, c'est pour jamais parler de ça. Puis si c'était trop facile, on n'en ferait pas. Et c'est vraiment... le meilleur exemple de ce que tu avances, c'est les Jaguars. L'année passée, on termine la saison avec une fiche de 4-13. Cette année, ça a été l'inverse complètement. Là. Une grosse saison à 13-4. Donc, effectivement, ça peut changer très, très rapidement. Michael, de ton côté, comment tu trouves ces équipes qui ont manqué les éliminatoires, qui étaient des favoris depuis plusieurs saisons, puis finalement, cette année, ça n'a pas collé. Certains seront soulagés. Je vous dirais qu'ici, au temps d'arrêt, on a poussé un profond soulagement quand on a su qu'on n'avait pas à analyser vraiment en profondeur les Chiefs au Super Bowl. Absolument. Puis, tu sais, c'est vraiment rafraîchissant de voir comme un tableau avec plein de nouvelles équipes. Puis, tu sais, comme quand on va en parler, on va en glisser un mot sur lorsqu'il y a des entraîneurs qui sont congédiés, puis souvent qui vont changer d'adresse. Mais souvent, il y en a beaucoup, puis on perd le fil, mais ça a une cause à effet direct sur le résultat de certaines équipes. Quand on pense par exemple, les Lions, ils ont perdu leur coordonnateur à l'attaque, puis ça a fait poète-poète pour les Lions cette année, puis il y a d'autres équipes que ça a été le cas. Les Ravens, leur coordonnateur défensif, qui est allé aussi. Exact. Donc, tu sais, les équipes, quand ils perdent, des fois, un coordonnateur, on dit, c'est pas le coach, pas important, mais le coordonnateur qui devient un coach ailleurs, qui remonte cette équipe-là dans les séries, c'est des changements vraiment énormes pour une organisation. Donc, c'est pas banal comme changement. Justement, là, ce qui est en train de marquer la période entre la fin de la saison et le début des éliminatoires, c'est le congédiement massif des entraîneurs dans la Ligue. C'est pas compliqué, Oh oui. Le quart des équipes de la NFL ont changé d'entraîneur. Certains, le coup près a commencé durant la saison là, avec Brian Callahan des Titans et Brian Dable des Giants qui ont été congédiés durant l'année. Ensuite, il y a eu ce fameux Black Monday le lundi après la dernière journée d'activité dans la NFL. Raheem Morris des Falcons, Kevin Stefanski des Browns, Pete Carroll avec les Raiders, Jonathan Gannon avec les Cards. Puis par la suite, John Harbaugh avec les Ravens qui était là depuis plus d'une décennie. Là. Et Mike McDaniel des Dolphins, qui est le plus récent ajout de cette liste. Beaucoup de changements. Dans le groupe, déjà, là, on peut suspecter un Harbaugh et un Stefanski de se trouver un poste d'entraîneur-chef dès l'année prochaine. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la solution? Et d'autres pourraient venir. Là, on n'a pas eu de nouvelles des Jets, mais ça pourrait très bien venir. Qu'est-ce que vous en faites d'autant de changements? Là? On sait que pour certains, peut-être que c'était le temps. Là, on a comme pensé aux Ravens, mais d'autres, la solution de congédier des entraîneurs, c'est très fréquent, Thierry. Moi, petite blague à part, j'aurais vraiment aimé ça, voir comment ça s'est passé le renvoi de Raheem Morris avec les Falcons, parce que ça s'est fait pratiquement tout de suite après le match. Est-ce qu'il s'est rendu au vestiaire ou en marchant vers le vestiaire, le propriétaire a dit, toi, en fait, prends un taxi puis va-t'en chez vous. En fait, là, ça s'est fait vraiment vite. Là. Pour avoir vu quelques images, quelques vidéos, là, il a reçu le baiser de la mort alors qu'il ne s'en attendait pas. Dans le post-mortem d'après-match, Maurice, après avoir livré, disons, un bon discours à ses joueurs, il est allé de quelques blagues, il est allé de high-five avec le personnel entraîneur, le fist bump avec le propriétaire, puis tout le monde semblait très heureux. Le propriétaire a tourné le coin puis lui a dit « You're out of here ». Ça s'est pratiquement passé comme ça. Mais effectivement, là, ça en a surpris plusieurs. Écoute, pour répondre à ta question, est-ce que c'est la solution? Moi, je pense que c'est un peu la solution, c'est un peu la solution facile, même si c'est pas quelque chose de facile, mais quand tu regardes les positions clés dans la NFL, c'est sûr que tu as ton corps arrière, tu as ton coach en chef, puis tu as le directeur général. Ça, c'est comme les trois places que tu peux décider de changer d'orientation. Tu sais, un corps arrière, c'est difficile, ça coûte des fois 50 millions. Ça coûte beaucoup d'argent, tu peux pas. C'est difficile de couper là. Le DG, souvent, c'est souvent un bon ami du propriétaire parce que c'est lui qui l'engage. Donc, après ça, il reste qui? Il reste le coach en chef qui prend beaucoup le blanc. Il y en a, je vais dire,
quand tu es rendu à te faire envoyer, souvent, tu l'as un peu, je veux dire, mérité, là, entre guillemets. Mais tu sais, c'est sûr que entre ces 3 positions-là, c'est sûr que c'est la place la plus facile, entre guillemets, à renvoyer. C'est un peu pour ça qu'on voit des entraîneurs être congédiés. Même, tu sais, des fois, c'est plus les coordonnateurs qui font pas le travail, mais c'est le coach en chef qui mange la claque parce que c'est lui qui est pour faire du pouce sur ce que tu dis, Thierry, puis pour passer la rondelle à Michael, souvent, c'est l'entraîneur qui va payer pour le piètre travail de son directeur général. On regarde Brian Daboll et Kevin Stefanski, ils ont été entraîneurs de l'année très récemment. Dans les 2 cas, on peut s'entendre pour dire que le DG a fait un travail exécrable pour leur donner des outils de qualité. Donc, on paye le prix. Puis, ce qui se passe, c'est que ces gars-là se trouvent des travails immédiatement après. Puis, ça te pousse à dire, peut-être que le problème, c'était pas l'entraîneur-chef. On a juste à penser, tu sais, il y a différents changements pour différentes raisons. Quand on pense à Mike McDaniel à Miami, clairement, il y avait un problème de gestion de vestiaire. Tu sais, quand ton corps arrière sort dans les médias pour dire, il y a des gars qui sont en retard dans les meetings, puis d'anciens coéquipiers de son QB qui dit, toi aussi, t'es en retard, tu sais, comme ça allait pas bien du tout, puis à la fin, là, il y avait l'air de quelqu'un, tu sais, je sais pas s'il consommait, mais il y avait de la misère à aligner 2 mots dans des conférences de presse. Ça faisait dur un peu. Versus Harbaugh chez les Ravens, il faisait vraiment partie des meubles. Là. Les Ravens, ils ont eu 3 entraîneurs-chefs de toute leur histoire. Harbaugh, il était là 18 ans. Fait que ça, m'amener, c'est bon et pour lui et pour l'organisation de changer d'air. Ouais, puis justement, il a reçu, je pense, 7 appels en dedans de 45 minutes qu'il s'est fait renvoyer. Fait que lui, je ne suis pas inquiet qu'il va se retrouver un bon travail. Moi, je trouve que cette situation-là, ça ressemble un peu à Andy Reid quand il coachait pour les Eagles. Ouais, quand il s'est fait renvoyer, c'est pas nécessairement parce que c'est un mauvais entraîneur-chef, c'est quand même que tu avais besoin d'un peu de changement. Ça faisait quelques saisons que ça allait plus. C'est que les objectifs n'étaient pas atteints, on va dire. Puis il s'est retrouvé du travail immédiatement après. Puis est-ce que c'est un mauvais move des Eagles? Je pense pas. Puis en ce moment, est-ce que c'est un mauvais move des Ravens? Je crois pas non plus. C'est qu'à un moment donné, ça fait 18 ans qu'il était là. On avait besoin d'un petit changement. Puis c'est ça, il va se retrouver de la job, c'est sûr. On se lance, les gars, dans le vif du sujet. L'analyse des 6 premiers matchs de cette première ronde, la ronde Wild Card. Les 2 premières équipes de la NFL. Donc, la première position numéro 1 dans l'américaine et la nationale. Les Broncos et les Seahawks ont terminé avec une fiche identique de 14-3 qui passe directement au 2e tour. Il en sera question la semaine prochaine. On commence avec le premier match, celui du samedi 16h30 entre la position numéro 5, les Rams et leur 12-5 et la piètre fiche des Panthers et leur 8-9. Et malgré tout ça, c'est les Panthers qui seront à domicile puisqu'ils ont terminé premiers de leur section. Les Rams ont vu les Seahawks les devancer au classement. Thierry, on rentre du côté des Panthers en éliminatoire de peine et de misère, honnêtement. Y a-t-il une pire façon d'entrer en éliminatoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Panthers? Pour mettre en contexte les gens, là, les Panthers pouvaient rentrer directement en éliminatoire en gagnant samedi passé. Ils ne l'ont pas fait, ont perdu contre les Buccaneers. Devaient espérer une victoire des Falcons contre les Saints et c'est ça qui s'est passé. Donc, comme tu le dis, on rentre de la pire des manières, mais on se souvient quand même qu'il n'y a pas si longtemps, à la semaine 13, ça a été une victoire des Panthers 31-28. Les Rams sont 5-4 à l'étranger, les Panthers sont 5-3 à la maison. Est-ce que certains de ces éléments vont tenir ou selon toi, c'est un mismatch complet? Là? Écoute, je pense que la première fois qu'ils se sont affrontés, les Rams les ont vraiment pris à la légère. Sont arrivés là en se disant c'est notre petite game de la saison. D'après moi, ils passaient déjà à la victoire après le match. Ils se sont vraiment fait surprendre. Ça m'étonnerait beaucoup que le scénario se reproduise. En plus, Matthew Stafford avait lancé pour, je pense, 4. Il y avait eu 4 revirements, 3 interceptions et un échappé. Si notre plan de match des Panthers, c'est d'espérer que Matthew Stafford fasse la même chose, je pense pas que ça va arriver. Mais tu as raison, là, ça avait été une grosse surprise. Puis c'est vrai que les Panthers sont quand même bons à la maison. Puis là, ça va jouer à Charlotte. Donc, ça, c'est un petit point pour eux autres. Mais tu parles, Thierry, de Stafford. Il faut mentionner qu'il y a eu une saison
sera définitivement en liste là, pour être un des MVP à une saison extraordinaire. Là, un passing rate de 109,2. Bon, pour 46 touchés, 8 interceptions. Sa cible préférée, Puka Nacua, 1715 verges, capté, 10 touchés. C'est l'attaque numéro 1 par la passe. On a un bon jeu au sol aussi avec Kyren Williams. De l'autre côté, l'attaque des Panthers fait piètre figure. Hein. 26e par la passe, 19e au sol, 27e pour les points marqués. Bryce Young, très inconstant toute son année. Est-ce que les Panthers ont vraiment les éléments à l'attaque pour pouvoir renverser la défensive des Rams, selon toi? Ben écoute, le seul petit point positif que les Panthers peuvent voir, c'est que récemment, la ligne défensive des Rams a de la difficulté contre le jeu au sol. Donc, si on regarde les statistiques de toute l'année, ça ne paraît pas tant que ça, mais dans les derniers matchs, la moyenne de verges par course est quand même très élevée. Puis, c'est quand même la force des Panthers. Quand ça va bien, les Panthers, c'est que l'attaque au sol fonctionne avec Rico Dowdle. Mais écoute, sinon, c'est la seule chose qu'on peut espérer parce que c'est sûr que dans toutes les cases, les Rams sont meilleurs. C'est littéralement ça. Là. Puis je pense qu'on peut... En tout cas, je pense qu'on pourrait mettre, si on devait y aller de certains paris, on pourrait mettre quand même un bon montant sur le fait que Bryce Young n'aura pas un aussi bon match contre les Rams. Il avait terminé avec un passing rate de 147,1. Là, c'est pratiquement la perfection. Le jeu aérien des Panthers est déficient. Là. Ça passe uniquement par McMillan qui a 1014 verges captées. Ensuite, ben, c'est Rico Dowdle, tu l'as dit, c'est un porteur de ballon avec 297 verges. L'autre côté, la défensive des Rams, quand même de la difficulté depuis la défaite contre les Panthers. Là. On a alloué à la suite de ce match-là des 17, 34, 38, 27 et 20 points. C'est deux défensives qui sont en milieu de peloton quand même. On s'attendait mieux à de la défensive des Rams, comme tu as dit. Oui, ce qu'on peut espérer là, du côté des Rams, c'est que si je regarde le différentiel des revirements, les Rams, on est à plus 9, puis les Panthers, on est à 0. Donc, on est bon pour on est bon pour voler des possessions au niveau des Rams. Si on enlève justement le match de Matthew Stafford de 4 revirements, normalement, on est bon. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que Matthew Stafford fasse la même erreur. Mais effectivement, que les défensives vont devoir. Tu sais, c'est laquelle des deux défensives qui va lever son jeu d'un cran? Ça, c'est la question. Moi, je m'attends à celle-là des Rams en raison de l'attaque qui est de la misère des Panthers. Et on comprend ici pourquoi toute l'année dans nos classements, ben, on y allait des 7 meilleures équipes et non d'une équipe par section. Vous allez le voir dans notre prochain affrontement. Là, les Panthers ne sont pas la 4e meilleure équipe de la nationale. Vous voyez avec leur fiche, leur position, ça ne veut rien dire. C'est qu'un détail. Puis cette autre rencontre-là, Thierry, aura lieu samedi à 20h. Et là, c'en est tout un. Hein, les Packers qui ont terminé 7e avec une fiche de 9-7-1 affrontent les Bears qui ont terminé à 11-6. Ce sont des rivaux de toujours. Les Packers, pour mettre en contexte, les Packers en entrée éliminatoire avec 4 défaites de suite. Et c'est drôle, ça coïncide avec la perte de l'excellent joueur Micah Parsons qui manquera le restant de la saison. C'est une victoire des Packers à la semaine 14, 28, 21. Victoire des Bears à Chicago à la semaine 16, 22, 16. Il faut se rappeler que les Bears avaient été très, très arrogants là, à la suite de ce match. Jordan Love s'était notamment blessé à la main. Les Bears sont 6-2 à la maison. Les Packers sont 4-4 à l'étranger. Tout est là pour avoir un affrontement extraordinaire samedi soir. Là. Mm-hmm. Et je dois quand même être humble que je me suis un peu trompé sur les Lions quand j'ai dit que c'était une fraude. Donc, ils se sont quand même rendus Bears, effectivement. De la NFL. Maintenant, on va voir s'ils peuvent continuer en éliminatoire, mais je dois quand même dire que j'y croyais pas, puis ils m'ont fait avoir tort. On était 3 à ne pas y croire. Donc, mais oui, ça va être un très bon match. En plus, c'est un match de division. C'est toujours plaisant de voir une équipe s'affronter une 3e fois là, dans la même saison, là, de voir qui va avoir le 2-3 là, finalement. Pas le 2-3. Avantage. Écoute, les Bears, depuis la moitié de la saison, clairement, ont mis la machine en marche. Là, c'est sûr, il y avait un nouveau entraîneur-chef, là, Ben Johnson, qui est arrivé. Ça a sûrement, c'est ça, ça a du pas. En plus, Ben Johnson, quand même complexe là, comme cahier de jeu. On le voyait avec les Lions. Donc, de mettre tout ça en branle, que les joueurs s'habituent, s'acclimatent à ce
à ce cahier de jeu-là. Ça a pris du temps, mais là, à partir de la deuxième moitié de saison, vraiment, sont plus efficaces. Là, tout rentre mieux. Donc, vraiment, les Bears sont quand même très intéressants à voir. Tu parlais de ce système de Ben Johnson, ça a fonctionné. Puis, je vais mettre un petit bémol par rapport au fait du mea culpa qu'on fait au niveau qu'on disait que les Bears, c'est des fraudes. De mon côté, oui, l'étiquette de l'équipe, là, on l'enlève. Les Bears sont solides. Je ne suis pas prêt à l'enlever à Caleb Williams. Cette attaque-là passe beaucoup, beaucoup par le jeu au sol. Là, on est 3e dans la NFL. DeAndre Swift et la recrue Kyle Monangai qui sort de nulle part. Là, c'est un choix de 7e ronde en passant. Combiné, c'est plus de 1800 verges au sol. C'est 16 touchés. Donc, le jeu au sol, ça fonctionne. Par la passe, c'est moins évident. Caleb a été exécrable contre Green Bay dans la défaite, un rate de 76,6. C'était moyen dans la victoire des Siens, 98,9. Il faut lui donner, par contre, il est capable de monter son jeu d'un cran dans les derniers moments du match quand ça compte. Mais sur 60 minutes, on ne peut pas dire que Caleb Williams, il gère un match à tout moment. Là. Ben écoute, moi, ce que je remarque, là, je vois un peu la même chose je vois un peu la même chose de Ben Johnson qu'à Détroit. Donc, on s'entend, Jared Goff, c'est un bon carrière, c'est pas un grand carrière, mais il fait exactement ce qu'on lui demande. Puis il fallait que les Lions mènent le jeu du début à la fin. Je vois un peu ça avec les Bears. Donc, quand ça va bien, ça va bien. Caleb Williams, il joue bien, il fait les passes qu'il faut. Mais quand ça commence à mal aller, puis on commence à tirer de l'arrière, puis que là, Caleb commence à perdre patience un peu, ben c'est là qu'il fait des erreurs. Donc, tu as tout à fait raison. Moi aussi, Caleb Williams, je ne l'endosse pas. Là. En tout cas, il va falloir qu'il me prouve en éliminatoire qu'il est capable de garder son sang-froid, puis d'accepter justement que aujourd'hui, ça va être des petites passes de 5 verges, puis tu n'en auras pas là, de gros highlights cette semaine. C'est ça que j'ai hâte de voir aussi. Heureusement pour lui, il risque d'avoir des cibles fiables qui reviennent au jeu. DJ Moore et Romeo Dunze, qui avaient ce statut de questionnable, ne l'ont plus, donc devraient être présents dans ce match. Ça sera vraiment un gros plus. On a un Colston Loveland aussi qui est une belle cible. Du côté de l'attaque des Packers, c'est bien balancé, mais c'est moins explosif. Hein? On a très rarement dans la saison, je pense qu'on n'a jamais eu tout le monde en santé en même temps. Là, ça semble être le cas. Là. On a un Jordan Love qui a quand même une saison correcte, là, un passing rate de 101,2. Josh Jacobs, ça a été un petit peu moins reluisant, 3,97 verges par course. On a les Watson, les Golden, les Reed, les Dobbs qui sont tous présents comme receveurs. On a quand même des éléments pour faire des dommages du côté de l'attaque des Packers. Ah oui, on a un groupe de receveurs qui, on n'en a pas un qui sort du lot, mais on en a plein qui sont capables de faire le travail. Ce qu'il faut, c'est distribuer le ballon. Puis, moi, quand je regarde la défensive des Bears, c'est une belle confrontation pour l'attaque des Packers, parce que la défensive des Bears n'est pas si pire parce qu'elle a créé beaucoup de revirements, mais quand tu regardes le nombre de verges allouées, elle est très permissive. Donc, ils se sont sauvés un peu avec des revirements, mais souvent, ils se font traverser. Puis, se fier à des revirements, c'est quand même difficile. Fait que, j'ai l'impression que les Packers peuvent trouver la façon de les traverser, mais il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils gardent le ballon. Il ne faut pas qu'ils échappent ou qu'ils envoient des interceptions. Mais cette défensive-là n'est pas si bonne que ça. Non, c'est ça. Puis justement, cette défensive-là des Bears me fait un peu penser aux Cowboys d'il y a quelques années. On veut y aller avec des coups de circuit. On est quand même 23e contre les points contre, sauf qu'on a des demi-défensifs qui veulent intercepter le ballon, puis ça a marché, là. Kevin Byard en a 7 cette année, Nation Wright en a 5. Donc, on veut faire des jeux explosifs, mais on a vu très souvent cette année, les Bears se faire battre par des longs jeux par la passe. Donc, on est vulnérable à ce niveau-là. C'est peut-être pas la tasse de thé de Jordan Love non plus. Du côté des Packers, ben c'est sûr que la perte de Micah Parsons a été énorme. Là. On est tout simplement plus la même formation depuis qu'il est absent. Est-ce que les Packers peuvent vraiment tenir l'attaque des Bears sans Micah Parsons? Ce serait une des grosses questions. Là. Mm-hmm. On passe, si tu le veux bien, Michael, à ce premier match dans l'américaine. Oui. Qui se tiendra dimanche 13h. C'est de mon côté, là, puis peut-être que ça n'a pas l'air sexy de l'extérieur, là, mais
c'est un des affrontements, sinon c'est l'affrontement que j'ai le plus hâte de regarder. Les Bills qui ont terminé 6e de leur section avec une fiche de 12-5 contre les Jaguars à 13-4. C'est un retour en éliminatoire, comme on disait, pour les Jaguars. Les Bills vont avoir beaucoup à prouver de l'autre côté. C'est un affrontement entre deux puissances, là, littéralement. Ben oui, puis pour citer le nouveau coach des Jags cette année, Duval, ça avait très mal parti. Il avait sorti ça en début d'année. Pas d'Europe, pas en touche. C'est quand même pas et ça va mal aller finalement. Revirement de situation. Trevor Lawrence, super belle saison. C'est le Trevor Lawrence qu'on s'attendait cette année. Tu l'as vraiment dit en entrée de jeu. Je trouve que c'est l'affrontement où je ne sais pas trop sur quel pied danser pour dire qui va sortir gagnant de ce match-là. On est gâtés cette année. Je trouve que ça peut aller partout, surtout dans l'américaine. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, là, je trouve que c'est le plus gros casse-tête. Donc, je trouve c'est quand même formidable si on regarde tout ça. Là. Tu parlais de Trevor Lawrence. Cette attaque-là a eu beaucoup d'embûches durant la saison. Hein? On s'est reviré souvent en ayant pas nécessairement les éléments disons, qu'on attendait. On peut penser à un Travis Hunter qu'on attendait comme receveur de passe. Mais il n'a pas eu l'impact escompté. C'est blessé. Il est parti. Ensuite, on a un Brian Thomas qui est encore là, mais qui n'a pas eu une grosse saison. Donc, on s'est tourné vers lui, oui, mais vers des joueurs comme Washington, comme Strange, comme Jacoby Myers qu'on a ajouté. Puis, on rentre du côté des Jaguars avec un aura qui est extraordinaire. Là. Depuis 2 mois, on est invincible. 8 victoires de suite. On est 6e pour les points pour. Mais il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe au niveau de la course ni de la passe. Donc, on dirait qu'on est capable de scinder nos 2 unités qui sont bonnes, mais sans plus, pour former une très bonne attaque. C'est quand même assez particulier, là, l'attaque des Jaguars. Oui, absolument. Puis, comme tu l'as dit, Jacoby Myers qui était ajouté, ça a donné un très bon second souffle aux Jaguars. Puis, ils entrent avec, tu l'as dit, 8 victoires en ligne. Puis, quand je regarde leur défaite, ils ont perdu, à part contre les Bengals, ils ont perdu contre les Seahawks, les Rams et les Texans. Fait que, tu sais, comme ça a été une solide saison, puis les défaites, ça n'a pas été nécessairement des erreurs de parcours. C'est comme des défaites qui étaient contre des puissances là, de cette année. Puis, comme tu l'as dit, la défense, sont 8e pour les points alloués, sont 11e pour les verges totales, donc ils sont bons, mais ils ne sont pas dominants non plus. Mais je trouve la confrontation contre la défense des Bills, quand on regarde, les Bills, c'est la meilleure défense contre la passe cette année. Fait que Trevor Lawrence va avoir beaucoup de travail à faire. Ensuite, la défense au sol des Bills, ça fait dur par contre. Ils sont 28e. Fait que est-ce que ça va passer par le sol avec Travis Etienne? C'est peut-être un filon qu'ils vont pouvoir prendre avantage parce que par la passe, ça va être difficile. De l'autre côté du ballon, ça peut sembler impressionnant pour certains auditeurs qui n'ont pas trop suivi les activités des Bills cette année, mais le meilleur aspect de cette attaque-là, c'est pas au niveau par la passe, c'est pas au niveau de Josh Allen, c'est au sol avec James Cook. Là, on a terminé premier au sol. Oui, Cook était extrêmement dominant cette année. Josh Allen est une menace aussi au sol. C'est pas une saison MVP, mais c'est quand même un rate intéressant de 102.2. Il n'a pas lancé d'interception depuis le 30 novembre, donc très peu d'erreurs. Revenons vers Cook. C'est 1621 verges au sol, c'est 12 touchés, c'est 9 fois plus de 100 verges, donc il a été extrêmement constant. Donc, ça va être un aspect de cette attaque-là qui va être formidable parce qu'on affronte la première défense contre la course. Là. Donc, c'est drôle, les défensives sont aux antipodes. Les Bills sont premiers contre la passe, mais les Jaguars sont premiers contre la course. Puis, donc, on va vraiment remettre ça dans le bras de Josh Allen. Ça pourrait sembler être une mauvaise idée, mais de l'autre côté, Josh Allen ne peut pas lancer et attraper les ballons. Ses receveurs n'ont pas été fiables cette année. Là. Ça sera un élément à garder en tête. Là. Ben, ça revient au dernier épisode qu'on a fait. On parlait justement des Bills, puis à quel point tout repose sur les épaules de Josh Allen, puis il refuse
à part Stefan Diggs qu'ils ont eu, depuis Stefan Diggs, ils n'ont pas nécessairement eu de receveur étoile pour l'épauler. Puis, tu sais, c'est dommage parce que c'est peut-être là que ça va faire la différence en fin de semaine parce que Patrick Mahomes n'est plus dans les pattes de Josh Allen. Ouais. Donc, ce serait comme son année de se rendre jusqu'au Super Bowl. Il n'y a plus les Chiefs, mais par contre, tu l'as dit, le match-up n'est pas nécessairement bon. Leur force, c'est le jeu au sol, mais ils affrontent la meilleure défensive au sol. Il faut que ça passe par la passe, mais leur corps de receveur est correct sans plus. T'sais, on parle de T'es généreux quand même. Je te trouve généreux là, avec ton étiquette de correct. Là. Ouais, ben c'est sûr que c'est ordinaire. 4 touchés Shakir, 5 touchés Kincaid, mais c'est juste 500 verges. Fait que vraiment, ça va être des jeux d'attirer, fin de jeu au sol, des petites passes, des verges après l'attraper. Mais ça va prendre beaucoup de cours, je pense, de Josh Allen. Des genres de jeux il va sortir sa cape de super-héros pour aller chercher des premiers jeux. Fait que ça va reposer sur lui pas mal. La défensive des Jaguars, on n'a pas de joueur d'étoile. On est très, très efficace. On est 8e pour les points contre. Depuis la semaine 11, on n'a jamais concédé plus de 24 points. C'est ça à prendre en considération. Si on se dit là, du côté de la défensive des Jaguars, on laisse 24 points ou moins, est-ce qu'on pense que notre attaque peut faire plus de points contre la défensive des Bills? C'est un beau pari quand même à lancer. Donc, à voir, ça risque d'être vraiment là, chaudement disputé ce match. Hey, les gars, je vous envoie une petite information. Là, à Buffalo, il annonce de la pluie et de la neige samedi. Oh! Si ça va changer là, avec des vents de 30 km/h. C'est une bonne chose, Thierry, que le match ne soit pas à Buffalo. Ah, c'est vrai, t'as raison, j'allais voir ça. C'est à Jacksonville, donc ça change. On va aller voir ça. Il y a un autre beau soleil, je pense. Écoute, ça aurait été un point à considérer. C'est sûr que Trevor Lawrence n'aime pas jouer dans le froid, mais les Jags sont safe pour cette semaine. OK, soleil, nuage, 26 degrés. Bon, merveilleux. Thierry, dimanche 16h30, je pense qu'on peut s'attendre à ce que tu sois arrivé devant ton téléviseur. Ce sont la 6e position des 49ers et leur fiche de 12-5 qui rendent visite aux Eagles qui ont terminé premier de leur section et 3e au classement de la nationale et une fiche de 11-6. Donc, ils sont venus briser cette tendance des équipes de leur section qui ne gagnent pas plus d'une fois la division. Ben, c'est fait. Les 49ers, excellente fiche à l'étranger. Là, on est 7-2. Les Eagles, on est 5-3 à la maison. Je pense qu'on peut dire que depuis le retour de Brock Purdy, il a été capable de faire de très, très bonnes choses. Il a été mauvais là, une fois contre les Seahawks et contre les Panthers. Mais sinon, là, c'est du jeu impeccable du côté de Purdy. Là. Puis est-ce qu'on peut dire qu'il a été mauvais ou ça en dit long sur justement la défensive des Seahawks? Des Seahawks, oui. On n'en parlera pas trop des Seahawks là, parce qu'ils ne jouent pas cette semaine, mais justement de voir ça, de voir les derniers matchs des 49ers, et je regarde contre les Bears, on a marqué 42 points. Contre les Colts, on a marqué 48 points. On en a marqué 37 contre les Titans, c'est sûr. Mais on arrive contre les Seahawks. 3 points. Donc, c'est ça. Je sais pas. On en parlera la semaine prochaine des Seahawks, mais c'est peut-être ça. Mais effectivement, parce que dans 4 des 5 matchs que Purdy a gagné dans les dernières semaines, ça a été un rate supérieur à 118. C'est extraordinaire. Là. On termine 5e par la passe, mais avec des cibles quand même correctes. Là. Oui, George Kittle est un bon allié rapproché, mais après ça, c'est moyen. Donc, il y a quand même... Oui, puis il y a tellement eu de blessés, puis de rotation, puis des joueurs qui reviennent, qui repartent. Là, c'est un autre qui s'en va, qui revient. Vraiment, on en a parlé plus tôt dans la saison, là, mais Kyle Shanahan, là, tout qu'un entraîneur, puis on a juste à penser, il est quand même, il met l'étiquette de choker parce qu'il a perdu 2 fois au Super Bowl, mais on lui a donné des carrières, on a eu Jimmy Garoppolo, après ça, on lui a rien donné, puis là, c'est un Brock Purdy qui a été repêché en 7e ronde, le dernier show total, que là, il est en train de le transformer en carrière de concession. Cette année, Brock Purdy s'est blessé, c'est Mac Jones qui est arrivé, ils ont été très bons avec Mac Jones. Ouais. C'est vraiment un génie de football, le Kyle Shanahan, là, vraiment, là, je trouve ça dommage pour lui que justement il y ait 2 défaites au Super Bowl et que le monde rit un peu de ça parce que c'est vraiment tout qu'un coach. Là. Puis ça, je pense que gros avantage face aux Eagles là, au niveau du coaching. Là, je pense que c'est la première chose que je vais regarder. Là.
Parle-nous justement de cette confrontation de l'attaque des Niners contre la défensive des Eagles. Il faut quand même rajouter là, l'élément de Christian McCaffrey. Oui, le jeu au sol des 49ers, ça n'a pas été super joli cette année, le 24e. Mais lorsque CMC touche le ballon au moins 20 fois, c'est presque assurément 100 verges et des touchés. Donc, bonne nouvelle du côté des Eagles. On a quand même les éléments pour contrer une défensive comme ça. On est vulnérable par la course un petit peu, mais c'est vraiment l'élément fort des Eagles cette année, c'est leur défense. Ah oui, puis t'en parlais, puis on peut compter aussi sur le retour de Nakobe Dean qui va être là, puis le secondaire, puis aussi le Jalen Carter qui va être présent, qui a manqué quelques matchs pendant la saison. Là, l'effectif au complet en défensive va être là. Donc ça, j'ai très hâte à cette confrontation-là parce que les Eagles, depuis, je vais dire, la deuxième moitié de saison, sont vraiment une force en défensive dans la NFL. C'est vraiment Vic Fangio, le coordinateur, fait de l'excellent travail. On voit un peu la défensive qu'on voyait l'année passée qui a complètement écrasé les Chiefs au Super Bowl. C'est pas ça qu'on voyait en début de saison, mais là, vraiment, sont bien partis, sont vraiment une force dans la NFL. Puis tu en parlais contre l'offensive qui est une des 49ers qui est quand même très bonne. C'est une confrontation que j'ai hâte de voir. J'ai très hâte de voir aussi Adoree Jackson, un nom qu'on parle pas beaucoup parce que c'est pas un très bon joueur, mais qui a été très ciblé, je vais dire, par les attaques, là, le demi de coin des Eagles, là, à un moment donné, c'était épouvantable en début de saison. Puis là, c'est replacé un peu, mais est-ce que ça va durer? Ou on va encore voir le Adoree Jackson qui se fait cibler à outrance puis que les jeux fonctionnent tout le temps quand c'est contre lui. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à surveiller. De l'autre côté, les Eagles ont pris contre les Bills qui étaient la meilleure attaque au sol. Puis les Bills ont eu toute la misère du monde de produire récemment contre les Eagles. Fait que ça peut te mettre en confiance. Là, ça augure bien. Mm-hmm. Du côté de cette attaque des Eagles, ben, ça a été très inconstant. Hein? Jalen Hurts, seulement 2 fois cette année, a terminé avec un rate supérieur à 100. Les receveurs étoiles, AJ Brown, Devontae Smith, ça a été tout juste en haut de 1000 verges. Saquon Barkley ont retourné à une moyenne de verges par course, disons, qui ressemblait un petit peu plus à son standard en carrière, là, à 4,1. Donc, la saison extraordinaire de l'année passée semble vraiment derrière lui. Donc, c'est une attaque qui a quand même des éléments pour être productive et qui affronte une défensive. Tu parlais des joueurs qui reviennent chez les Eagles. La défensive est décimée là, chez les 49ers. On a un Fred Warner qui ne jouera pas. Évidemment, Nick Bosa n'est pas là. Tu parlais de Shanahan. On s'est rallié là, à son système de jeu. Ça fait en sorte qu'on a eu la 13e défensive pour les points contre, malgré tout ça. Là, c'est vraiment extraordinaire. Là. Mm-hmm. Écoute, tantôt, j'avais ouvert la liste des joueurs des 49ers pour aller voir qui était blessé, justement. Puis je compte 7 partants en défensive qui est sur la liste des blessés, là, la fameuse Injury Reserve. Donc, puis à la date, tu as des noms comme tu l'as mentionné, Nick Bosa, Fred Warner. Cette liste-là, elle est vraiment longue. Là, donc, comme tu l'as dit, c'est difficile en défensive quand tu perds 7 joueurs qui sont partants sur 11. Tu sais, ça fait vraiment mal, donc des pièces maîtresses. Donc, ça, effectivement, c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont eu beaucoup de difficultés cette année à arrêter les attaques. Puis si je reviens du côté des Eagles, tu l'as dit, là, on a de la difficulté là, un peu dans les deux facettes du jeu à faire avancer le ballon. Toutefois, on a un gros retour qui est Lane Johnson sur la ligne à l'attaque, que ça fait plusieurs matchs qui est absent. Là, il va être présent. Puis quand il joue, c'est un des meilleurs bloqueurs de la ligue. C'est une pièce maîtresse de cette ligne offensive qui avait déjà de la misère. Ouais. Donc, quand il est parti, ça l'a fait mal. Donc là, ce retour-là, en espérant que ça peut justement aider au jeu au sol et au jeu aérien, quand on a une bonne ligne à l'attaque, on sait que ça peut débloquer les deux aspects du jeu. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Les nouvelles semblent moins bonnes pour Trent Williams du côté des 49ers, mais on verra rendu à dimanche. Dimanche 20h, Michael, dans l'américaine, 7e position, les Chargers qui ont une fiche de 11-6 affrontent les Patriots et leur excellente fiche de 14-3. Les Pats sont 6-3 à la maison, alors que les Chargers sont 5-3 à l'étranger. Avantage net pour les Patriots en attaque. Là, ça a été une saison incroyable
pour Drake May, qui pourrait être un des candidats pour le MVP. Un passing rate de 113,5, 31 touchés, 8 interceptions. Stephen Diggs, plus de 1000 verges au sol. Hunter Henry, l'allié rapproché, 768 verges. Sans parler je vais te laisser parler du jeu au sol. Par contre, avant de parler de tout ça, avant que les éliminatoires des Patriotes, on a reçu plusieurs mauvaises nouvelles. Hein? Stephen Diggs, Christian Barmore, les deux gars qui se sont fait accuser de violence conjugale. Est-ce que tu penses que c'est un élément qui va affecter l'équipe avant qu'on se lance dans l'analyse des deux côtés? Là? Ben, écoute, si je me fie, début de saison, en pré-saison, il y avait eu une vidéo de Stephen Diggs qui avait un petit sac d'une substance rose douteuse. Et finalement, ça n'a pas eu l'air de bien le déranger, ni Drake May, ni les Patriotes. Donc, on s'est un petit peu sorti là, de cette tempête médiatique-là. Puis, les Patriotes et les équipes de la NFL, c'est des grosses équipes médias, sont capables de protéger leurs joueurs de tout ça. Est-ce que ça va être une distraction? Est-ce que c'est des accusations qui sont fondées? On ne sait pas. C'est affreux, c'est sûr. Mais après ça, pour le match en soi, j'ai pas l'impression que ça va affecter le groupe là, des Patriotes. Donc cette attaque-là a été dominante toute l'année. Je parlais un petit peu du jeu par la passe. Parle-nous du jeu au sol qui est vraiment là. Cette attaque-là, la menace peut venir de deux fronts. C'est tout un avantage en éliminatoire. Là. Oui, on a le marteau en Ramondre Stevenson, qui est plus le porteur de ballon gros gabarit, donc situation là, de court gain. On va y aller en force avec ce gars-là qui est allé chercher 603 verges, mais surtout 7 touchés. Donc, quand même une menace. Puis lorsqu'on veut y aller plus en vitesse ou des situations de courte passe dans le flanc, puis des verges après l'attraper, on y va avec notre, comme j'ai dit, notre marchand de vitesse, Trevion Anderson, que Mike Vrabel, en début de saison, semblait un petit peu frileux à plus l'utiliser. On se demandait pourquoi. Puis à un moment donné, il a débloqué, je ne me rappelle plus dans quel match. Je pense 2 touchés, beaucoup de verges. Puis depuis ce match-là en question, on l'a vu pas mal plus souvent. Puis il a vraiment pris son envol. Sa progression était fulgurante. Fait que Mike Vrabel, on peut dire qu'il a bien géré. Il a bien géré ce jeune joueur-là. C'est pas compliqué. Anderson n'a pas eu de match de plus de 10 verges avant le mois de novembre. Donc, ça a vraiment été sur le tard. De l'autre côté, cette attaque, l'attaque des Chargers sur papier, là, elle est dominante. Par contre, Herbert, ça a été une saison en dents de scie. Ses receveurs, on a des cibles de qualité, mais qui peinaient à être constants. Là, les Allen, McConkey, Johnston, Gadsden. Au sol, c'est sûr que si Omarion Hampton pouvait jouer, ça aiderait grandement. Mais sur papier, on est dominant, mais en réalité, c'est tout autre chose du côté des Chargers. C'était une saison décevante pour Ladd McConkey. L'année passée, c'était comme on l'a vraiment pas vu venir, puis il y avait une excellente saison. Puis là, cette année, ça semblait vraiment pas fonctionner. Des fois, Herbert ne le visait même pas dans certains matchs. Donc, on se demandait qu'est-ce qui se passait vraiment. Fait au moins, Keenan Allen a pris un petit peu le flambeau du receveur numéro 1, mais ça reste une saison de 777 verges et seulement 4 touchés. Donc, oui, il a pris le flambeau, mais c'est peut-être un petit chandail qu'il a pris là, à la place. Johnston aussi qui a été blessé, qui a comme la meilleure moyenne de verges par match avec 53. Fait que c'est peut-être lui là, la plus grosse menace au jeu. C'est pas le gros char, comme on dit. Non. Du côté des défensives, c'est 2 bonnes défensives. Les Patriots sont 4e contre la passe, les Chargers sont 9e. Ça va être un exercice de diction de mon côté, mais le secondaire des Chargers, Tuli Tuipulotu, qui a 23 ans, je m'en suis bien tiré, je trouve. C'est démarqué avec 13 sacs, là, pratiquement 50 plaqués. Une autre très bonne saison du coup de Derwin James. Du côté des Patriots, c'est un petit peu plus collectif. Là. On a fait des acquisitions cette année, ça a grandement payé. Mais un Christian Gonzalez a vraiment levé son jeu d'un cran pour devenir l'un des meilleurs demi-coins de la Ligue. Donc, on a vraiment 2 solides fondations en défensive. On voit que c'est des coachs qui, Vrabel, Harbaugh aussi, ce sont des gars très brillants au niveau de la défensive, réputés à ce niveau-là. Ça apparaît avec leur équipe respective aussi. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, Tuipulotu, tu
Tuipulotu. Oh, c'est moi qui l'ai magané. Aussi, deux force fumbles. C'est vraiment un joueur complet qui va créer des revirements. Oui, exactement. Donc, vraiment une machine de guerre. Puis, donc ça, je voulais juste le souligner. Puis, tu sais, au niveau des Patriotes aussi, là, donc Gonzalez, il y a seulement 69 plaqués, mais moi, ce que ça me dit, c'est que c'est rare que les corps arrière vont le viser. Ouais. Okay, donc, c'est vraiment un excellent travail ou que la passe est tout simplement pas complétée. Donc, non, ça a vraiment bien été. Hawkins, qui a 4 interceptions. Chason, 2 fumbles aussi. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, plusieurs noms. Mais l'unité en soi, elle est quand même très bonne. Ils sont 4e dans toute la ligue pour les points comptes à seulement 19 points alloués en moyenne. Puis après ça, quand on regarde pour les points, les Patriots sont 2e avec en moyenne 29 points. Donc, c'est quand même une bonne marge. Un beau ratio, là. C'est un très beau ratio. Dans ce dernier affrontement de la fin de semaine qui se tiendra lundi à 20h15, opposeront dans l'américaine les Texans et leur fiche de 12-5 qui rendront visite aux Steelers et leur fiche de 10-7. Les Steelers, disons qu'on s'est faufilé en séries éliminatoires. On peut envoyer, des fleurs et tout ce que vous voulez au botteur des Ravens parce que ça s'est joué de ce côté-là. Si le botteur des Ravens faisait son placement, on ne parlerait pas des Steelers aujourd'hui, sauf peut-être pour le congédiement de Mike Tomlin. Finalement, ça n'en est pas venu. Du côté des Texans, c'est 9 victoires de suite. Là, on est extraordinaire. On est 5-3 à l'étranger. Par contre, pas de défaite à l'étranger depuis le 20 octobre. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu à l'étranger. Les Steelers, 6-3. En somme, c'est 2 attaques très moyennes et 2 défenses, surtout dans le cas des Texans, là, qui se distinguent, du moins sur papier. Dans les Texans, ça a bel et bien été le cas. Du côté des Steelers, ça a été un petit peu plus difficile, mais beaucoup d'éléments des deux côtés qui vont rendre le match intéressant. Mais moi, c'est surtout la défense, puis l'énorme momentum avec lequel les Texans rentrent en série, puis on sait à quel point c'est important de rentrer dans ces matchs-là avec confiance. Parce que, tu sais, oui, sur papier, on peut faire toutes les analyses qu'on veut, mais souvent au football, c'est juste un match. C'est pas comme au hockey, des séries 4-7. Fait que ça prend juste une game pour faire une surprise. Donc, vraiment, le momentum et la confiance peut jouer pour beaucoup, là. Donc, les Texans, qui ont 9 victoires en ligne, tu l'as bien dit. Ils ont plus de momentum que les Panthers. Ils rentrent d'une meilleure façon, eux autres. Absolument. Puis, tu sais, leur défense, elle est dominante des Texans. Ils sont premiers pour les verges totales, 6e pour la passe, 4e contre le jeu au sol. Puis quand on regarde l'attaque des Steelers, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Ils sont 25e pour les verges totales, ils sont 15e pour les points, puis ils affrontent la meilleure défense. Fait que, tu sais, comme... Moi, si je suis Aaron Rodgers, là, je fais des cauchemars jusqu'à lundi à l'idée de devoir affronter Danielle Hunter et Will Anderson qui ont respectivement 15 et 12 sacs. C'est évident que Pappy Rodgers va se faire courir après toute la veillée. Il va se faire frapper, c'est évident. Et on sait, Rodgers, c'est un corps qui n'aime pas se faire frapper. Il déteste ça. Moi, je suis sûr qu'on va voir, là, on a vu la fameuse photo que quand il s'est fait saquer, Rodgers, qui est coupé à terre avec le casque un peu de travers et qui regarde directement dans la caméra, on va avoir plusieurs angles de ça lundi soir, d'après moi. Et trois fumbles de forcé là, de Hunter et de Henderson. Juste à ces 2 gars-là, c'est 6. Donc, c'est vraiment énorme. On est bon dans la tertiaire. On a des bons secondaires aussi. C'est une des défensives les plus complètes de la ligue. On a un coach défensif aussi. Donc, bonne chance à l'attaque des Steelers, comme tu disais, qui n'a rien pour écrire à sa mère. L'autre côté du ballon, depuis le 5 octobre, Miguel, seulement 2 fois le passing rate de CJ Stroud a été supérieur à 100. Donc, c'est pas avec lui que ça se passe. On a des porteurs de ballon corrects sans plus. Là, même là, moi, je me trouve généreux à mon tour là, avec les Woody Marks et Nick Chubb. Du côté de Rodgers, ça a été un petit peu mieux, mais ça a été très, très en dents de scie, là. 4 fois cette année, Aaron Rodgers, c'est un passing rate inférieur de 65. Donc, la différence, c'est que du côté des Texans, on a des receveurs qui peuvent faire le travail. Oui, exactement. Tu sais, on pense à Nico Collins, qui est quand même 1117 verges, 6 touchés. C'est vraiment lui là, qui est le joueur étoile donc, de cette équipe-là. Puis, je pense qu'on va abuser là, d'une défense qui est correcte.
en général des Steelers, mais 29e contre la passe. Donc oui, CJ Stroud n'a pas nécessairement une excellente saison. Par contre, c'est un bon match pour eux. Là. C'est pas une excellente défense contre le jeu aérien. Donc d'après moi, il va être capable de tirer son épingle du jeu là, quand même. Les Steelers, je parlais au début dans l'introduction de cet affrontement, sur papier, ça peut sembler intéressant. Par contre, en réalité, c'est une défensive qui est vieillissante. Là j'essaie d'avoir les chiffres sous mes yeux. TJ Watt, c'est 31 ans. Jalen Ramsey, c'est 31 ans. Chuck Clark, c'est 30 ans. Cameron Hayward, c'est lui que je cherche. Je pense qu'on était rendu à 36. Ouais, 36 ans. Donc, c'est une unité qui... Patrick Queen, c'est plate à dire, depuis que c'est plus un Ravens, il a ralenti. C'est une unité qui, sur papier, est vraiment excitante à voir aller. On avait un Darius Slay en plus au début de l'année. Mais en réalité, disons que nos meilleurs jours sont derrière nous. Là. Donc, comme tu parlais de CJ Stroud, ça n'a pas toujours été beau, mais contre la défensive des Steelers, ça pourrait faire. Ben, exactement. Puis, tu sais, les Steelers, c'est la plus vieille équipe là, à entrer en série avec une moyenne de 27 ans. Donc, c'est sûr que Aaron Rodgers n'aide pas cette moyenne-là. Là. mais l'unité défensive, comme tu dis, c'est... Mettons que tu recules de peut-être 5 ans, défensive toute étoile. Mais là, c'est plate à dire. 29e contre le jeu aérien, c'est pas fort. 13e contre la course, OK, correct. 17e pour les points contre à 23. Donc, c'est rien là, pour mettre en confiance là, les fans des Steelers et leur Terrible Towel. On va terminer, messieurs, si vous le voulez bien, avec deux équipes. Je prends un petit peu à plat, mais deux équipes qui, selon vous, dans chacune des deux associations, pourraient ou, selon vous, ont le plus de chances de se rendre au Super Bowl. Donc, on vient de voir les 6 affrontements qui vont avoir lieu. On a aussi nos deux équipes qui ont terminé en première position. Thierry, je commence avec toi. Selon toi, rapidement, là, dans les deux associations, deux équipes que tu vois que tu pourrais voir au Super Bowl. Là. Écoute, attention à ce que tu dis. Hein? Attention à ce que tu dis. Écoute, c'est sûr que ma partisanerie aimerait ça que ce soit les Eagles, mais je pense qu'en tant que... Si je fais une analyse puis que je suis objectif, je ne parle pas les Eagles se rendre. Moi, je vais y aller pour les Rams parce que même s'ils ont eu une fin de saison un petit peu en deçà de ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la saison, si on regarde les dernières équipes qui ont gagné le Super Bowl depuis des années, c'est toutes des équipes qui avaient un carrière qui jouait d'une façon élite. Puis Matthew Stafford, en ce moment, c'est vraiment lui qui joue de la façon le plus élite. Donc, c'est sûr qu'avec Sean McVay, Matthew Stafford, la défensive quand même, elle aussi, qui avait ralenti un peu, mais qu'elle a tous les éléments pour être bonne. On parlait vraiment des Rams. Pendant un bout, on parlait vraiment des Rams comme une des meilleures équipes. C'est juste qu'ils jouent dans une des meilleures divisions. On aura rarement vu ça, une division aussi forte que ça. Ta deuxième équipe dans la nationale? De l'autre côté, moi, je pense que je vais aller avec les Patriots. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, mais écoute, c'est vraiment une belle saison qu'ils ont eue. Je sais qu'ils ont eu des victoires contre des équipes un peu plus faibles, mais en même temps, tu ne peux pas choisir contre qui tu joues. Tu peux juste jouer contre tes équipes qui sont devant toi. Puis ils ont fait ça avec brio. Mike Vrabel, vraiment très bon. J'ai vraiment hâte de voir Drake May. C'est un carrière, il n'est pas recru, mais c'est un jeune carrière que j'ai vraiment confiance en lui en éliminatoire. J'ai comme l'impression qu'il ne choquera pas en éliminatoire. Je pense que les Patriots ont de très bonnes chances de se rendre là. Michael, de ton côté, sans toutefois là, répéter les mêmes. Oui, ben OK. Ben écoute, la nationale, j'hésitais beaucoup, honnêtement, entre les Rams et les Seahawks. Par contre, ce qui va faire la différence, la défense des Seahawks m'a vraiment impressionné. Ils donnent rien, ils sont agressifs, ils sont rapides, ils ne laissent pas respirer l'attaque. Par contre, je trouve que le corps arrière va faire la différence. C'est plate à dire, mais je t'écouterai pas, puis je vais dire aussi les Rams pour la nationale. Puis dans l'américaine, je trouve, c'est dommage, ils ont une belle saison, les Patriots, mais je trouve qu'ils ont comme pas été assez testés contre des bonnes défenses. T'sais, oui, ils ont gagné contre les Bills puis contre la Caroline. C'est les deux seules équipes qui ont affronté qui font les séries. T'sais, la Caroline, c'est pas le gros char.
Mais je trouve que ça me fait peur. Puis je trouve que les astres sont alignés cette année pour que Josh Allen, même si on finit la saison coup-ci, coup-ça, moi, je pense que ça s'ouvre cette année pour les Bills. Je vais y aller avec les Bills. C'est intéressant. Puis, de mon côté, à garder, ça va mettre un petit peu la table vers la semaine prochaine. Oui, les Seahawks, de mon côté, je pense aussi les Rams ont peut-être un petit edge. Mais de l'autre côté, les Broncos, c'est une équipe à prendre au sérieux. On en parlera plus longuement la semaine prochaine, mais seront définitivement très, très dangereux. Et à l'inverse, je pense que si les 49ers sont capables de battre les Eagles, attention pour le restant de leur parcours éliminatoire, parce que ça pourrait être très, très difficile de les battre. On a peut-être cette motivation. On sait que Kyle Shanahan a dit que plus on avançait dans le parcours éliminatoire, plus on allait avoir la chance de voir Fred Warner. Un gars comme ça qui revient, ça serait dangereux, ça serait extraordinaire. Donc, à garder en tête, à surveiller, là, les Broncos, de mon côté, peut-être les 49ers. Mais ce qui est évident, c'est qu'on va avoir des duels de qualité. Puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, pour conclure. À part 2-3 équipes, là, puis on les a un petit peu nommées, là, je pense que vous pouvez deviner, là, Panthers, Chargers, Steelers. On ne serait pas surpris que n'importe quelle équipe puisse faire un bout de chemin puis se rendre, voire même jusqu'au Super Bowl. Là. Donc, on y est allé de nos favoris, mais cette année, c'est ouvert. Puis, oui, il y a des puissances, mais il y a plusieurs équipes qui peuvent prétendre à se rendre au Super Bowl. Donc, ça rend ce parcours éliminatoire 2026 encore plus excitant, je trouve. Donc, les gars, je vous remercie grandement d'avoir été présents. Thierry, on se retrouvera la semaine prochaine. Michael, on se retrouve juste avant le Super Bowl. Ça va promettre, on va avoir un parcours, un nouveau parcours qui est divertissant, qui est nouveau, qui est rafraîchissant. Donc, on l'espère que vous allez embarquer autant que nous dans cette éliminatoire 2026 puis dans ce gros bloc football qui nous attend au temps d'arrêt puis pour tout le monde. Donc, on vous souhaite évidemment là, du bon football. Merci les gars d'avoir été présents. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon football et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt. À la prochaine.